Alors, comment s'y prend-on pour construire des offres qui respectent cette promesse d'émotion? Et puis, est-ce que c'est viable économiquement de promettre de l'émotion? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Samuel Coquin, le directeur de l'Office du tourisme de Coulommiers, Pays de Brie. Bonjour Samuel, où est-ce qu'il est? Il est là. Bonjour Samuel. Venez nous rejoindre. Asseyez-vous. Vous serez accompagné de Corinne Picot, directrice de l'Office du tourisme de Melun, Val-de-Seine. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne, elle est venue avec ses supporters, elle n'est pas venue toute seule. Et puis enfin, Étienne Falise, le dirigeant du village potager, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à vous trois. Alors Samuel Coquin, on va commencer avec vous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de Coulommiers, Pays de Brie. En matière de slow tourisme, Samuel, vous me disiez au téléphone que finalement tout part de la fusion des territoires de Coulommiers et du Pays de Brie en 2018, c'est bien ça? Bonjour à tous. Oui, c'est bien ça. 1er janvier 2018, on a deux territoires, deux EPCI qui se regroupent, le Pays de Coulommiers et puis le Pays Fertois, qui deviennent l'agglomération Coulommiers, Pays de Brie. À partir de là, le territoire se dit qu'il atteint un début de masse critique pour pouvoir avoir une ambition plus forte dans l'activité touristique. Voilà le début, le déclenchement. C'est bien donc ce rapprochement, cette fusion des territoires. Et alors, qu'est-ce qui nous fait arriver de ce rapprochement du territoire jusqu'au slow tourisme? Quelle a été la démarche pour arriver au slow tourisme? Le territoire, tel qu'il apparaît, c'est pas encore un territoire de tourisme. Il n'y a pas d'équipement majeur qui soit connu au niveau du département ou de la région. Par contre, c'est le territoire qui fait équipement. Ce sont des équipements qui peuvent être structurants, telle la future maison des fromages de Brie, qui est en projet pour 2022. C'est une commanderie des Templiers, tout ça c'est à Coulommiers. Mais à côté de cela, on a aussi tout ce maillage lié à la randonnée pédestre, lié au VTT, lié à la Marne aussi qui passe sur le territoire. Et puis, tous les producteurs qui sont sur le territoire, qui ont donné ces fromages connus de Coulommiers jusqu'à Shanghai, jusqu'à New York. La Brie, quand on dit la Brie, on sait que on se rappelle que c'est le grenier à blé, non seulement de Paris mais de la France, qui donne une baguette connue elle aussi jusqu'au monde entier parce qu'il y en a une qualité de blé qui permet de lui donner un croustillant, un savoir-faire. Et donc à partir de là, on est en train de conjuguer tout cela pour que la proximité, l'authenticité des produits nous permettent aussi de lorgner du côté de ce qu'aujourd'hui on appelle le slow tourisme. J'arrive, moi, depuis quelques minutes, donc je sais que les définitions ont été communiquées, indiquées ce matin. Oui, mais il y a beaucoup de définitions, en fin de compte. Beaucoup de définitions du slow tourisme. Mais c'est un autre débat. Revenons à nos moutons. Vous parlez évidemment des fromages. C'est donc bien le goût qui est, je dirais, à la fois la clé de voûte, le moteur, le véhicule de votre offre slow tourisme. C'est ce qu'on a trouvé. Après, il y a une première année, puisque vous dites 1er janvier 2018, on est là quand même maintenant, bientôt fin 2019. Comme je vous disais, le territoire n'est pas encore un territoire structuré touristiquement. Donc il a fallu que sur cette première année, on travaille pour se positionner, pour incarner une image, une forme, une envie, qui donne justement envie aux visiteurs, qu'ils soient locaux, qu'ils soient même internationaux, de venir nous rencontrer. Et donc on a fait appel à une agence spécialisée et on a ce que l'on appelle construit un récit de territoire.
Un storytelling, le fameux. Le fameux storytelling, d'accord. Donc ça nous a pris 6 mois pour construire ce storytelling, où on a ajouté donc des spécialistes de l'image, la photo, des spécialistes de la sémantique pour donner du sens à notre propos, de la vidéo, pour arriver à nous positionner sur une signature qui est affichée, oui, je la vois devant moi, donc elle doit être affichée quelque part, pour arriver à une signature qui est la campagne aux goûts inattendus. Et là, j'arrive sur le goût, vous m'y y amenez, parce que ce travail nous a permis de prendre confiance et de dire que notre première affirmation, c'est bien d'être une campagne. Une campagne qui a du goût, avec la première aspérité du goût, avec le coulommiers, mais qui ne s'arrête pas à ce seul élément gustatif, parce que dans les goûts, on a aussi le goût artistique. Sur le territoire, on a une galerie d'art contemporain internationale, avec les plus grands artistes contemporains du monde. Sur le territoire, nous avons la Marne, j'en ai quelque peu parlé. Sur le territoire, nous sommes la porte d'entrée du Champagne en Île-de-France, puisqu'il y a 3 villages classés, coteaux de Champagne, qui ont l'appellation Champagne, qui forment la porte, encore une fois, de l'Île-de-France vers le Champagne. Donc, il y a les aspérités gustatives, il y a les aspérités artistiques, il y a évidemment tous les loisirs nature, donc le goût de la nature, le goût de l'art. Quand je parle de la Galleria Continua dans la dimension artistique, on va rajouter aussi le Ferté Jazz, 8e édition, avec un plateau exceptionnel chaque année à la fin du mois de juin. Et donc tout ça commence à prendre forme avec des goûts. Et ces goûts, le qualificatif nous est venu de nos visiteurs qui nous disaient: je suis venu parce que je suis venu en famille, parce que j'ai des affaires, donc je suis venu parce qu'on m'a dit qu'il y avait des très beaux itinéraires de randonnée. Et je ressors de là complètement surpris parce que je ne m'attendais pas sur le territoire à trouver cette richesse. Donc voilà comment on se positionne pour incarner, devenir une campagne aux goûts inattendus et jouer notre rôle face au Grand Paris et à la qualité de respiration que l'on veut proposer entre la sphère urbaine et puis cette campagne aux goûts inattendus. Certes, les échanges campagne-métropole fonctionnent depuis pas mal de temps. On peut continuer toujours d'aller à Deauville, en Sologne, en Bourgogne le week-end, mais on peut aussi séjourner du côté de Coulommiers, du côté de la Ferté-sous-Jouarre. Le dépaysement, quand on est dans la vallée de la Marne, vallée des Morins, quand vous regardez autour de vous, vous ne vous dites pas que vous êtes à 3/4 d'heure de Paris. Vous croyez aisément que vous êtes à 2, 3, 4 heures de Paris. Alors comment vous avez construit des offres autour du goût? Est-ce que vous les avez d'ailleurs déjà construites ou est-ce qu'on n'en est qu'au stade de la démarche? Voilà. Ah, problème des micros, non, ça revient. Comment est-ce qu'on est passé de la démarche, de cette philosophie que vous nous expliquez, à l'offre elle-même? Alors c'est vrai qu'on est en construction d'offres. Je vais vous donner 2 exemples néanmoins sur lesquels on pose et notre signature et cette équivalence avec le slow tourisme. Je vous parlais du Ferté Jazz. Ferté Jazz, festival 8e édition avec les grands noms, les meilleurs musiciens qui ont accompagné Marcus Miller, entre autres, un musicien de Miles Davis. Nous avions l'année dernière Kezia Jones. Le grand plateau du jazz international est présent sur un festival qui se situe en bord de Marne, avec beaucoup d'espace. Parce que dans ce slow tourisme, il y a le temps de respirer. Il y a l'espace qui est nécessaire pour proposer l'offre. Donc, à côté de ce Ferté Jazz, qui rassemble 10 à 15 000 visiteurs, nous, on a proposé des sorties pour aller à la rencontre du patrimoine touristique du territoire. Donc, on a proposé des sorties sur la Marne, avec des vedettes hollandaises qui sont présentes depuis 1 an. Nous avons proposé des sorties pour aller à la rencontre de nos fromagers, à la rencontre de nos producteurs de champagne, à la rencontre aussi des patrimoines bâtis qui permettaient une offre aux festivaliers qui alliait musique,
qui alliait patrimoine, qui alliait dégustation, et qui alliait surtout, c'est un ingrédient fort et à notre avis incontournable de la construction, du slow tourisme, c'est la qualité de la médiation. Qu'est-ce que vous entendez par qualité de la médiation? Ce qu'on entend par qualité de la médiation, c'est la capacité à pouvoir passer un message sur les savoir-faire, à passer un message sur les réalités qui font que un produit, une œuvre d'art, un plat, un mets sont si bons, sont si spécifiques à un territoire. Donc on a toute une partie historique, on a toute une partie connaissance du territoire qui fait que ce produit, ce lait, ces pommes, ce raisin, il est présent sur ce territoire, il ne pourrait pas être présent ailleurs, ou en tout cas il pourrait l'être, mais pas avec le même goût. C'est ce qui le caractérise, et quand on a des médiateurs qui sont à même, de par leur passion, de par la connaissance de leur métier, et de par aussi la capacité qu'ils ont à rencontrer des populations visiteurs touristiques, parce que c'est aussi une véritable capacité de transmettre, de donner envie, de partager cela. Eh bien, l'étincelle s'allume progressivement et on arrive dans le registre de l'émotion. C'est ce qui se passe sur le Ferté-de-Jazz, c'est ce qu'on vient de vivre le week-end dernier avec Coulommiers Sombry, qu'on a créé il y a tout juste un an, c'était la 2e édition, où au sein de cet événement qui a pour objet de faire découvrir le Brie et les produits, cette année on a lancé des ateliers de cuisine, des ateliers du goût, un concours Top Chef, avec à chaque fois soit des chefs, soit des producteurs, qui sont venus mettre des mots sur les sensations que les visiteurs ont lorsqu'ils dégustent un bon verre de vin. On déguste, on est content, on trouve que c'est bon, qu'il a du goût. Quand vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans la découverte des saveurs, ça prend une autre dimension. Le visage s'éclaire autrement. On sent qu'on est en train de vivre quelque chose qu'on n'avait pas vécu avant, et on est pleinement positionné dans notre registre touristique, c'est-à-dire créer du neuf, créer de la rupture. Et à partir de là, c'est ce que l'on peut ressentir, la joie d'être là, la joie de partager, la joie de comprendre, de savoir ce qui se passe. Et puis, quand ça se passe là, vous vous doutez bien que quand il y a des ateliers cuisine, il y a, comme pour Corinne, avec son entrée, des fans qui sont là pour goûter ce qui est en train d'être réalisé. En tout cas, vous donnez envie. C'est intéressant parce que à travers le slow tourisme, on met donc en avant non pas une structure ou une infrastructure comme on avait peut-être l'habitude de le faire auparavant quand on parlait d'offres touristiques, mais vous mettez en avant en premier l'émotion. Les émotions, et à travers le goût, à travers donc les différents goûts que vous avez choisis, et on inverse, on inverse totalement l'histoire, C'est la mise en avant de l'émotion avant tout, avant la structure sur place, l'infrastructure. Ça, c'est important, je trouve. On va revenir avec vous parce qu'il y aura peut-être, j'imagine, j'espère, des questions en tout cas ou des commentaires. Corinne Picot, je rappelle que vous êtes la directrice de l'Office du tourisme de Melun-Val-de-Seine. Alors, on a vu avec Samuel Coquin que son point de départ, c'était le goût. Vous êtes parti d'un atout naturel qui est le fluvial sur votre territoire, et à travers ce fluvial, vous allez développer toute une palette d'émotions, c'est ça? Exactement, François-Xavier, bonjour à tous. Alors sur Melun-Val-de-Seine, pour expliquer un petit peu la genèse autour du fluvial, on a commencé par d'abord appréhender notre nom, Melun-Val-de-Seine. Ensuite, on a écouté les clients qui venaient vers nous à l'accueil en nous disant « Mais vous aviez des croisières dans le temps, vous ne faites plus vos croisières ?» Après enquête, le souvenir était ancien, mais l'émotion était encore là chez ces clients parce que c'est un bateau qui croisait il y a plus de 10 ans. Oui, en effet. Ensuite, on a regardé le territoire et on a fait de la géographie parce que le tourisme, entre techniciens, on le sait, c'est d'abord de la géographie. Et on a vu qu'on avait un ruban qui traversait d'est en ouest le territoire de Melun-Val-de-Seine,
qui était jalonné de plusieurs points d'intérêt et qui partait vers l'amont et vers l'aval. On pourra en faire quelque chose peut-être après, plus tard, en complémentarité. Donc on a écouté, on a regardé, on a analysé, et au terme d'une analyse plus poussée, plus technique, en termes de stratégie, on a voulu poser, entre autres axes touristiques, un axe Seine et un axe slow tourisme. Et on va les travailler en duo, en complémentarité, avec les autres axes qui ont été posés par notre stratégie plus globale. Ce qui nous a conduit à proposer cette offre fluviale, mais qui se veut multiple. Là, on va se focaliser sur l'offre fluviale bateau, mais dans le même temps qu'on propose cette offre fluviale bateau, on cherche à proposer des activités sur la Seine avec des petits bateaux électriques sans permis. On se coordonne, on rentre en relation avec les personnes qui utilisent déjà la Seine, qui sont déjà usagers de la Seine. Sur la Seine, je ne vous parle pas des baigneurs, qui sont légion, mais on a des gens qui font du paddle, on a de l'aviron qui se pratique en termes de loisirs, on a du ski nautique, on a tout un tas de la pêche, et donc on essaye de rassembler tous les usagers de la Seine et d'essayer de faire en sorte que les habitants, première cible, et que les visiteurs, cible externe, viennent s'approprier les berges de Seine et les utiliser de la façon la plus harmonieuse possible. Donc voilà comment on arrive à la genèse de ce produit. Quel est ce produit ? On propose, je vais me polariser sur l'activité de bateau péniche. Donc on a une péniche, on a fait 2 sessions cette année, d'un petit peu moins d'une semaine, une centaine de places sur le bateau. On propose une multiplicité d'activités. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez venir bruncher, vous pouvez venir faire une visite commentée, vous pouvez venir faire un after work. Et les clients ont le choix. Ça, c'était important pour nous qu'on donne le choix aux clients, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous demandent. Qu'est-ce que vous avez, entre guillemets, dans votre besace touristique ? On continue. Au final, l'offre, elle ressemble à quoi aujourd'hui ? Alors, c'est assez intéressant, parce qu'on a un recul de 2 saisons maintenant. Donc on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne, dans les plus et dans les moins. Dans les plus, et pour aller vers le slow tourisme, notre thème, il y a vraiment ce que j'appelle, en plaisantant un petit peu, l'effet kiss cool du bateau. C'est-à-dire que vous mettez des personnes sur un bateau comme une péniche, si vous avez la chance que le climat joue le jeu, qu'il fasse beau, au bout de 10 minutes, il se passe un truc. Les visiteurs, les clients, ils descendent. Ils arrivent, ils sont en stress parce qu'il faut monter sur le bateau. Des fois, il y a des publics à mobilité plus ou moins réduite qui ont un petit peu de mal. Au bout de 10 minutes, 15 minutes, ils sont en train de parler avec leurs voisins. Ils sont en train de rêvasser. Ils sont en train de parler au total inconnu qui est à côté d'eux. Là, on est sur des émotions on ressent de la sérénité. Il y a quelque chose vraiment qui descend sur le bateau de façon très naturelle. On est sur des émotions visuelles, parce qu'on va alterner la sortie de la ville, de l'urbanité, pour passer dans une espèce d'hyper-nature, aussi bien à bâbord qu'à tribord. Et puis après, on croise des affolantes, pour partie, des bâtiments industriels, très intéressants, très énigmatiques. Donc beaucoup de sens sont un petit peu excités. Voilà. Après, nous, on essaye de jouer de ça. Sur le bateau lui-même, on essaye de proposer des émotions corporelles. Par exemple, l'activité de yoga en navigation. On prend une vingtaine de personnes. C'est pas très très cher. On est à 10 € pour 1 heure de yoga et sérénité assurée. Oui, évidemment. Sur le brunch, là on est sur une émotion plus gustative. C'est compliqué de servir de la nourriture sur un bateau, c'est très contraint. Pas simple. Voilà, ce n'est pas simple, mais on trouve le prestataire qui va bien, qui va permettre un vrai régal des papilles sur des choses fraîches. Et puis on est sur des émotions aussi auditives. Je vous parlais des after-work. Ils sont accompagnés en musique à la tombée de la journée. Donc ça se double aussi d'une espèce de rentrée dans une ambiance un petit peu différente au coucher du soleil. J'ai l'air d'être un peu poétique, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que le bateau, je pense que c'est la lenteur
du transport fluvial. Le fait aussi que les gens, ils larguent les amarres, mais au sens propre du terme. Et donc, ça produit ces émotions. Les gens, ils descendent, je pense qu'ils ont récupéré 6 mois de vie à la descente du bateau. Avec le recul, vous dites, ça fait 2 ans qu'on a lancé ça. Est-ce que c'est une activité rentable ou pas aujourd'hui? Clairement, non. Et beaucoup de collègues qui sont dans la salle, parce que nous ne sommes pas les seuls à Melun-Val-de-Seine à proposer des activités fluviales, nous savons tous que ça n'est pas une activité rentable. Pourquoi? Parce que je l'expliquais un petit peu, le côté contraint de la restauration, par exemple, qui nous coûte beaucoup. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas un problème pour nous, en tout cas là où nous sommes de notre stade de développement touristique, puisque ce que nous cherchons à faire, c'est à poser notre axe de développement touristique, et que à ce moment-là, vous savez, les directrices d'office de tourisme ont souvent 2 casquettes, la casquette de service public et puis la casquette de prestataire vendant des choses. Et là, on assume complètement notre casquette de mission de service public, parce que c'est aussi le moyen de faire découvrir à des habitants, des personnes qui sont très éloignées du fluvial, du fait d'être sur un bateau, de faire découvrir ce type d'activité. On a transporté, de mémoire, je regarde ma collègue, 395 scolaires sur nos sessions de juin et de septembre. Là, pareil, c'est une très grande fierté d'avoir fait ça, parce que justement, on a vu dans les yeux des enfants et dans leur expression, certains, c'est la première fois qu'ils montaient sur un bateau tout court. Alors, ne nous faisons pas plus naïfs que nous ne sommes. On est très heureux, très fiers d'avoir proposé cette première expérience à ces scolaires, à ces jeunes enfants. Mais on sait aussi que derrière, les enfants sont souvent prescripteurs auprès de leurs parents. Donc, cette partie service public, cette partie aussi posée tout simplement auprès des habitants de l'agglomération, le fait qu'il y a des berges de Seine, qu'elles sont splendides, et qu'il y a des activités de loisirs qui sont faisables, faciles, intéressantes, tous les week-ends. Pour revenir sur le côté de la rentabilité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une offre de groupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas tourné essentiellement vers de l'individuel, mais vers une offre de produits croisières en groupe. Et là, on peut y arriver. En tout cas, vous le dites, à travers le slow tourisme, on est dans une mission de service public. C'est un investissement qu'on fait au service des habitants pour se réapproprier leur territoire et au service aussi des visiteurs. J'imagine que vous avez une part de visiteurs externes au territoire qui viennent aussi découvrir cette offre-là. Tout à fait. Et en tout cas, l'idée, c'est une fois que ce produit sera, on va dire, établi, c'est d'en travailler la fréquentation par des clientèles plus larges. On a à 26 minutes de train, quand ça fonctionne, une liaison Gare de Lyon-Melun qui est rapide, qui est directe, et qui permet à une métropole de 12 millions de personnes, si elle le souhaite, de venir un dimanche, passer un dimanche à Melun et de monter sur un bateau. Demain, on peut penser itinérance avec ce produit du fluvial, et on peut penser itinérance et complémentarité. Itinérance au sens où on peut penser à des bateaux. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce qu'il faut des endroits où ces bateaux puissent s'arrêter. Là, on est dans du lourd. Mais on peut penser des endroits où les bateaux vont s'arrêter pour déposer, reprendre des gens. On peut penser à des endroits où les bateaux s'arrêtent, descendent, et ça a été évoqué par Tous entre autres, prennent un vélo et continuent sur le chemin de halage pour aller visiter telle ou telle autre entité. Bien sûr, c'est cette complémentarité en tout cas que beaucoup recherchent en matière de slow tourisme. Ça, c'est très intéressant. Alors, on va passer avec vous, Étienne Falise, le cofondateur du village potager. Alors bien sûr, on va décrire ce que c'est, mais justement, peut-être en guise d'introduction, on regarde une petite vidéo, vous nous avez amené une petite vidéo, ça va nous donner déjà quelques indications sur ce qu'est le village potager. On lance les images, s'il vous plaît. Have you heard about the summer snow? When
C'est une culture de produits biologiques avec une variété extraordinaire qui étonne tous ceux qui viennent visiter ce site. C'est également un lieu de vie, hein, ça s'appelle le village potager avec une partie gîte. Ça peut recevoir également des entreprises. Bref, on retrouve ici l'ensemble de tout ce qui aujourd'hui est dans nos aspirations pour avoir un avenir meilleur. Bon, déjà, Étienne, on a déjà quelques premiers contours de ce qu'est le village potager. Je dirais, avant toute chose, avant d'entrer dans le détail, pour vous, c'est une deuxième vie, hein, le village potager. Vous faisiez quoi, vous, avant? Bonjour à tous. Oui, pour nous deux, hein, l'autre associé, c'est mon épouse. Hélène. Oui. Et en fait, l'un comme l'autre, on avait des métiers très différents. Moi, je dirigeais un groupe industriel qui fabriquait des bouteilles haut de gamme en verre. Et Hélène était directeur marketing de Keolis, donc on n'avait ni l'un ni l'autre de référence dans le monde agricole. Oui, alors ça c'est un truc de fou, donc vous décidez au beau milieu de votre vie de changer totalement de vie, de vous lancer dans le maraîchage. C'est quand même pas, vous lancez pas dans n'importe quoi, vous vous lancez, on l'a vu, dans le maraîchage. Il faut tout apprendre. Oui, il faut tout apprendre. En fait, la genèse du projet, c'est qu'on a eu l'opportunité de changer de vie. On avait déjà créé une société ensemble il y a une vingtaine d'années, donc on avait bon espoir que ça se passerait bien, parce que c'est jamais une certitude. Et Hélène était très attachée à s'engager dans un projet avec un gros impact environnemental, et moi j'étais assez attaché au caractère inclusif du projet. Je voulais un projet à impact social, et qui concrètement soit créateur d'emplois, donc on a décidé ça en 2015-2016, et on a pris du temps pour regarder quelles étaient les activités qui répondait à ça, avec un impératif, c'est qu'il fallait qu'on le bâtisse comme une entreprise, c'est-à-dire l'impératif de rentabilité, pour nous, il est essentiel. On voulait bâtir une entreprise sociale rentable. Et on a choisi effectivement un des challenges qui est assez délicat en prenant l'agriculture locale, et notamment le maraîchage, parce que le maraîchage, c'est une centaine de produits différents qu'on fabrique chaque année. Vous produisez une centaine de produits différents. Une centaine de légumes, c'est ça. Vous êtes établi sur quelle surface là? Alors, en 2-3 mots, donc, le village potager, c'est d'abord une ferme maraîchère bio, d'un nouveau modèle. En tant que ferme maraîchère, on est établi sur 40 hectares, dont 25 de cultures potentielles, mais on y va progressivement. On n'est que dans notre deuxième saison, donc on a cultivé un peu moins de 7 hectares cette année. C'est une entreprise inclusive, on est entreprise d'insertion depuis cet été. On a une petite vingtaine de personnes. C'est un métier assez saisonnier, donc on est plus près de 20 l'été, plus près de 10-12 l'hiver. Mais on sera, je pense, à l'arrivée, on sera entre 20 et 30 personnes. Oui, d'accord. Oui. Ce qui est intéressant, Étienne, c'est que votre démarche au départ inclut une dimension touristique. Vous êtes certes dans une volonté de réussir votre activité maraîchère, mais vous ne concevez pas votre ferme sans activité touristique. Tout de suite, en tout cas, elle fait partie du projet. En fait, quand on a lancé le projet, j'ai parlé du potager, mais ce qui était évident pour nous, c'est qu'il y avait deux piliers. L'un qui était le développement d'une activité de maraîchage, donc la production et la distribution de légumes, et l'autre, qui est dans le mot village, qui était la création d'un tiers-lieu où on pourrait développer le partage, la recherche de sens autour de l'alimentation bio, autour de la permaculture, de la vie du sol, du développement de la biodiversité. Donc c'est ces thèmes-là qu'on voulait cultiver. Et donc évidemment, ça agit beaucoup sur le cahier des charges du site, parce que pour faire ça, il faut un lieu. Il faut un lieu, et puis avec la surface de bâtiment, il faut à la fois pouvoir accueillir les salariés, accueillir les clients, animer des séminaires. C'est ça qu'on fait en fait à longueur d'année. Et on est parti dans le projet avec ces deux piliers-là. Et puis on a commencé à chercher les terrains disponibles en Ile-de-France pour faire ça. Et effectivement, c'est assez compliqué de trouver un terrain agricole, surtout quand on n'est pas du métier au départ. Pas simple. Et c'est en avançant qu'on s'est aperçu que la dimension touristique était capitale. Ah oui. Parce qu'en fait, l'un des éléments fondamentaux pour que ça fonctionne, pour que les salariés soient contents d'être là, contents d'y revenir tous les matins, pour que les clients, quels que soient les types de clients, soient contents de venir, de revenir,
c'est que le site dégage ce qu'on appelle nous un effet wow. Quoi. Il faut que les gens arrivant sur le site se disent oh. Et qu'ils aient envie d'y revenir pour ça. Quoi. Et on a notamment, là, avant d'acquérir le site à Nemours, on en a vu une demi-douzaine des sites, et il y en avait un certain nombre dont on se disait c'est curieux parce que il y a la surface de terrain, il y a ce qu'il faut sur le plan agricole, il y a ce qu'il faut sur le plan transport et zones de chalandise, mais ça ne va pas le faire. Et en fait, au bout de 3 ou 4, 5 comme ça, on s'est dit mais c'est quoi le déterminant? Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, le truc fondamental, c'est qu'il faut aussi que le site soit remarquable sur le plan touristique. C'est-à-dire qu'il faut, vous disiez tout à l'heure, les gens lâchent les amarres. En fait, chez nous, la première émotion que ressentent les gens quand ils viennent acheter des légumes, qui viennent pour un séjour ou qui viennent pour un week-end, c'est qu'ils lâchent les amarres. Ils se posent. Alors, c'est pas si slow que ça sur le site, parce que le maraîchage, c'est pas très slow. Notamment, il n'y a pas beaucoup de conditions météo qui sont calmes, que ce soit la canicule ou les fortes pluies, c'est jamais très calme. Mais les gens qui, eux, viennent pour lâcher les amarres, ils se posent, ils se rendent compte qu'ils sont dans un endroit qui vit, et puis le site est magique. Il est complètement enclavé dans la forêt de la Commanderie. Donc on a à la fois un site qui est immergé dans la nature, qui va très bien avec tous les thèmes qu'on veut développer. Et puis on a à proximité un gros potentiel touristique, que ce soit par Nemours, par la vallée du Loing, qui est sur la Transsibérie, par les activités qui s'y développent. On a rencontré les gens de Tous en Trotte il y a quelques semaines précisément pour organiser des promenades en trottinette dans la forêt. Il y a le site d'escalade de l'Archon qui sont juste à côté. Enfin, il y a tout l'environnement de Fontainebleau qui est évidemment pas très loin. Donc on a bénéficié d'un potentiel touristique qui a plus qu'à activer. Quoi. Notre boulot, nous, c'est plus de le communiquer et de l'intégrer à l'expérience que vivent les clients en venant chez nous. Oui, c'est ça. Oui. Alors, vous avez de l'hébergement sur place. Vous accueillez les... On a 24 couchages, c'est ça. 24 couchages, donc vous accueillez aussi bien les individuels que les entreprises. Vous me disiez que vous receviez beaucoup d'entreprises en séminaire. Voilà, on appelle l'accueil du public, indépendamment de l'accueil des clients qui viennent acheter des légumes. C'est 3 populations principalement. Donc il y a les familles, les bandes de copains, enfin les particuliers qui viennent en week-end ou en séjour, un peu suivant la période de l'année. Vous avez les séminaires, effectivement, et les séminaires, c'est une activité qui nous a surpris, donc qui demande beaucoup d'efforts commerciaux parce que bouche à oreille est moins efficace que sur le marché des particuliers. Mais ce qui nous a surpris, c'est que les entreprises, au-delà de la motivation propre qu'elles ont à organiser leurs séminaires, elles sont elles aussi très intéressées à bloquer une demi-journée pour comprendre le sens du projet, pour visiter les sites, pour mettre les mains dans la terre. Ça rejoint en général d'ailleurs les ambitions du séminaire en termes d'animation et de management, mais elles sont beaucoup plus intéressées à ce qu'on fait que ce qu'on imaginait au départ. Et puis le troisième clientèle sont les groupes scolaires, qui est naturellement moins développé parce qu'on n'a que 18 mois d'expérience, mais on en a déjà reçu une dizaine, et ça va des classes de primaire à des groupes d'étudiants japonais de l'ESCP qui viennent pour une journée complète ou une demi-journée, où on fait un parcours en anglais, on leur explique ce qu'on cultive, comment on le fait, et ça, c'est vraiment, on est vraiment au cœur de la vocation du projet, c'est-à-dire qu'on veut exploiter le village comme plateforme pour échanger, communiquer avec les clients ou entre les clients, les maraîchers, les fournisseurs, sur la biodiversité, sur l'importance de l'évolution de l'alimentation, enfin, sur tout ce qu'il y a derrière ces termes d'agriculture biologique, d'agroécologie, de permaculture. Ça c'est extrêmement intéressant. Vous avez aujourd'hui 2 ans d'ancienneté, c'est ça? Vous avez 18 mois. On a commencé en avril 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, votre modèle qui mélange justement cette culture bio et ce tourisme, est-ce que ce modèle est validé 18 mois après ou pas? Probablement, c'est-à-dire que on sera pas, on devrait être en rythme mensuel, on devrait être à l'équilibre à la fin de l'année. Donc ce qui fait qu'on n'aura pas un exercice 2019 équilibré, mais très probablement 2020 le sera. Dès 2020. Et alors en fait, il y a 2 modèles très différents, puisque le modèle du maraîchage bio, c'est un modèle connu, malheureusement connu pour rémunérer assez peu les gens qui s'y investissent, parce que c'est extrêmement exigeant en temps de travail,
qui nécessite un certain nombre d'investissements d'infrastructures importants dans l'irrigation, dans le matériel agricole, etc. Et sur lequel après il faut se battre pour tenir la valeur des légumes. Ouais. Ce qui est essentiel dans ce métier, c'est distribuer en circuit court. Si vous voulez que la valeur reste dans les mains des producteurs, il faut passer par des circuits courts. Il faut passer par des circuits conventionnels, c'est-à-dire des plateformes de distribution Rungis et distributeurs spécialisés. Vous laissez la moitié de la valeur dans la distribution. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais c'est un schéma assez classique sur lequel on est, encore une fois, 10-12 personnes. Et puis le modèle du gîte, c'est un modèle assez classique. On investit dans du foncier et ensuite on remplit on dépend du taux de remplissage des infrastructures qu'on a bâties. Et au cœur des deux, mais il y a le site lui-même, c'est-à-dire les bâtiments et l'organisation des bâtiments. Pour que ça fonctionne, il faut avoir un espace sur lequel vous pouvez faire cohabiter des maraîchers qui travaillent, des clients qui sont là pour une semaine en séjour, à un séminaire que vous allez accueillir. Donc il y a des cahiers des charges de la configuration du site très spécial. Mais oui, ça devrait normalement être équilibré l'an prochain. Oui, mais ce qui est assez... On espère, rapide. parce que nous, c'est la démonstration qu'on veut faire. Nous, à travers ce projet, ce qu'on veut faire, c'est démontrer qu'on peut faire tourner un village potager et qu'on peut concevoir des plateformes d'agriculture biologique qui soient rentables et qui emploient les gens de manière à ce qu'ils s'y retrouvent. Vous avez des convictions de solidarité fortes, mais vous n'êtes pas un doux rêveur, vous êtes un chef d'entreprise et vous avez cet objectif de prouver qu'on peut faire des choses selon des modèles durables et rentables. On a des convictions et on est une entreprise sociale et solidaire. Depuis le départ, on est une ESS, on a dans nos banques 2 banques de l'environnement, de l'entrepreneuriat social, et on a un comité de gouvernance qui réunit banques, clients, fournisseurs, autour précisément des objectifs sociaux de l'entreprise. Aujourd'hui, 18 mois après, comment se répartit votre chiffre d'affaires entre l'activité maraîchère et l'activité purement tourisme? Sur 2019, ça devrait être 2 tiers, 1 tiers, mais la vocation, ce sera probablement plus 3 quarts, 1 quart, voire même 4/5 pour le maraîchage. Parce qu'en fait, il y a une question de capacité, c'est-à-dire les bâtiments, sauf si on reconstruit de nouveaux corps de ferme, ils vont être limités. Là, on est à 24, on plafonnera à 30, 35 couchages. Alors qu'en maraîchage, 25 hectares, vous pouvez en faire un peu des légumes. Oui. C'est plus une question de capacité que, évidemment, ça n'est pas une volonté de réduire la part tourisme. Non, et puis il y a une demande sur les légumes. Il y a une demande très forte sur toute l'île de France autour de la consommation de légumes bio, autour de la recherche de sens, de l'achat de produits locaux. Donc notre boulot, c'est ça quand même. C'est vraiment ça. Oui, tout à fait.